Je n'avais rien demandé. Ma vie était belle. J'allais à mes cours de modern jazz, au hip-hop et tout était parfait. Le samedi, nous partions parfois dans des parcs d'attractions avec papa et j'étais heureuse. Maman travaillait beaucoup. Mais chaque année, nous faisions un beau voyage, un road trip en Espagne, 2000 km aller, 2000 km retour. La chaleur de l'Andalousie, mes amis de vacances, Madrid, Barcelone, la Sagrada Familia, la lumière chromatique poétique dans les vitraux, les plongeons dans les piscines et Guernica dans le musée de la Reine Sofia. Et, tout s'est arrêté. Maman voulait que je me connecte à mon île, mes îles, une partie de mes origines. C'est important les origines, tu comprends ? On ne plante pas ses racines sur la dalle d'Épinay sur Seine. Et puis, tu choisiras, quand tu connaîtras. Trop d'enfants antillais ne savent pas d'où ils viennent. Tu me remercieras quand tu seras grande. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans notre émission Au gré des pages. Aujourd'hui, nous recevons une figure que vous connaissez tous, une figure de la télévision martiniquaise, Barbara Jean-Élie. Barbara, bonjour. Bonjour Claire, bonjour à tous les Itata. Alors, c'est une maison que vous connaissez bien ? Ben oui, puisque j'ai 2 émissions que je présente, Femmes, depuis plus de 3 ans, et puis à cœur ouvert, voilà. Alors aujourd'hui, vous êtes de l'autre côté de la barrière. C'est pas évident. C'est vous qui êtes à l'honneur. Merci vraiment pour l'invitation et l'intérêt. On va vous écouter dans vos différents métiers, différentes casquettes, même si aujourd'hui, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est votre métier d'autrice avec le nouveau livre que vous sortez, dont on va parler tout à l'heure. Mais on l'a dit, vous êtes journaliste, on le sait. Mm-hmm. Je reviens un petit peu sur votre parcours quand même. Une de vos caractéristiques, c'est de créer. Mm-hmm. C'est de créer et vous êtes créative et vous avez toujours fait des projets novateurs dans les secteurs que vous avez entrepris. Et c'est ce qui vous a amené en fait à participer à des projets précurseurs, notamment en Martinique. Alors vous avez contribué à la création de la première télé privée, ATV, mettant fin au monopole du service public, où vous avez d'ailleurs été la première femme à présenter le journal télévisé. Je le dis avec beaucoup de fierté. J'étais dans un grand fauteuil rayé et j'étais la première. Bon, il y avait eu des journalistes présentatrices, notamment sur RFO à l'époque. Et puis donc, voilà, la télévision locale privée autorisée par le CSA à l'époque, j'étais la première présentatrice d'un journal télévisé à dire Madame, Monsieur, bonsoir. Absolument, c'est pour ça que je le souligne. Vous avez été aussi, vous avez participé à la création de Trace TV, qui est elle-même une chaîne novatrice dans son genre, parce que c'est la première chaîne musicale dans ce secteur-là, en tout cas. Sur les cultures urbaines, donc absolument. Un projet porté par Olivier Laouché. Olivier Laouché, absolument. Oui. Et puis, vous avez participé à la création de Zitata Télé. Un petit peu, oui, parce que Max Monrose, le fondateur, directeur, m'a demandé de lui donner un petit coup de main au début. Et donc, c'est avec beaucoup de joie et d'intérêt, parce que c'est vrai que c'était nouveau. Et que j'ai rejoint l'équipe, et puis en essayant de lui apporter mon concours, comme j'ai Absolument. Donc des projets novateurs qui vous ont permis d'être élevé au grade de chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur le 1er janvier 2013. Oui, voilà, oui, ça existe aussi, ça, oui. Absolument. Et donc vous avez aussi une casquette de réalisatrice, puisque vous avez fait des documentaires. 3 documentaires de 52 minutes. J'ai fait des 52 minutes, mais j'ai fait des choses plus courtes, mais notamment un documentaire que j'ai fait en 2008, donc sur le Belay tambour vivant, avec Stella Gonis, et puis beaucoup d'intervenants, d'acteurs de ce secteur, notamment Sully Kali, Monsieur Mondésir, etc. Et puis j'ai fait aussi un documentaire sur le reggaeton, donc à Porto Rico. Et j'en ai fait un autre aussi sur Christian Carambeu, un champion du monde en Nouvelle-Calédonie. Donc là, c'était un voyage encore en Nouvelle-Calédonie avec Christian Carambeu qui venait présenter la Coupe du monde de football, donc qui n'avait jamais été présentée à son territoire et aux autorités, notamment des Kanaks. Voilà. Donc réalisatrice, mais aussi metteur en scène. Parce que vous avez réalisé des spectacles pour enfants, notamment issus de votre ouvrage... de votre album Sina et le secret de la Caraïbe.
Tout à fait. Donc, Sina et le secret de la Caraïbe, c'est un texte que j'ai sorti. Donc, c'était le deuxième ouvrage jeunesse après Sina sur son nuage. Donc, il est paru en 2017. Il a eu un prix littéraire Fête Calmaris Condé en 2018. Et je l'ai adapté, en fait, en un spectacle vivant que j'ai donné donc depuis décembre 2018 avec deux comédiens, enfin deux artistes, une comédienne conteuse qui est Anna-Alex Psyché, donc qui chante, qui a une voix extraordinaire, qui raconte l'histoire, et puis un pianiste. Et donc on a évolué, on a donné pas loin de 30 à 40 spectacles. Et donc j'ai fait effectivement un peu de mise en scène. En fait, il a fallu adapter le texte, puisqu'il est plus court que le livre. Et voilà, donc oui, effectivement, un petit peu ça aussi. Et une autre arc, une autre corde à votre arc, pardon, c'est vous êtes aussi musicienne. Non, ça c'est, enfin voilà, comme je dis, dans une autre vie, je serais chanteuse professionnelle, je vais chanter le jazz dans des bars. Mais vous l'avez fait. Oui, je l'ai fait, mais bon, j'ai jamais trop, comment dire, j'aime beaucoup la musique. Je suis un peu mélomane, bon. Et j'aime bien chanter, et donc je me suis un petit peu amusée à chanter de la musique brésilienne notamment. Donc je suis c'est très ciblé. Mon intérêt, c'est la musique de la bossa nova ou bien de la samba vous dites, en brésilien. Dans un des interviews que vous avez appris le brésilien à travers la musique. Oui, parce que en fait, je trouve que c'est un très bon moyen d'apprendre les langues. Et j'ai eu la chance quand j'étais au lycée Schœlcher, parce que j'ai passé mon bac ici en 84. J'ai fait 3 années de brésilien. Et mon premier prof de brésilien, c'était une Française, donc une métropolitaine, qui avait vécu dans une favela de Rio, Madame Albouz, je me rappelle son nom. Et elle nous a fait vraiment rentrer dans la langue à travers la musique, la bossa nova, Antonio Carlos Jobim, Vinicius de Moraes, Maria Andrade, Caetano Veloso, etc., etc. On chantait aussi du fado portugais, mais vraiment le cœur de l'apprentissage, c'était l'écoute de la musique brésilienne, de la bossa. Donc je pense que puis bon, j'ai dû avoir une vie antérieure aussi de brésilienne, j'en suis à peu près persuadée. Et donc ça a réveillé quelque chose en moi. Et c'est vrai que sans tout comprendre, mais je chantais de la musique brésilienne et de la bossa nova. Donc ça m'est un peu resté. Avec mon frère Patrick, on s'est un peu amusé à faire du piano bar. Vous voyez, la musique vous anime en tout cas. Alors Barbara, vous êtes aussi autrice, puisque c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Vous avez publié déjà plusieurs ouvrages. Un roman. Oui, le premier, c'était un roman, qui est un texte qui a mis longtemps, enfin qui est resté longtemps dans mon tiroir, et qui finalement a été édité en 2010, en fait, par une petite maison d'édition, Original Book. Et puis je l'ai réédité en 2020, La Vierge dictateur. Donc c'est un roman, complètement une fiction pure, et qui parlait quand même de choses assez réelles, puisque ça parle du pouvoir, ça parle de la dictature et du pouvoir, qui est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, qui me fait pas mal réfléchir, quoi, et notamment l'idée de soumission à pouvoir. Et et aussi populisme, les moyens de soumettre les gens, comment on domine des foules, par exemple, donc est-ce que c'est seulement le pouvoir coercitif, donc j'ai écrit ce texte, et puis après j'ai écrit des ouvrages jeunesse. Vous avez utilisé des ouvrages jeunesse, la série des Sina. Tout à fait. Alors après j'ai écrit Sina sur son nuage, donc ce sont des textes, ce sont des histoires courtes, donc c'est un petit livre 20 sur 20, donc un livre jeunesse. Le premier, Sina sur son nuage, que j'ai fait en fait, donc cette histoire, cette chanson. Donc j'ai écrit des histoires, et puis j'ai eu la chance de rencontrer Alain Surena, qui est vraiment c'est dans celui dont on parlait tout à l'heure. Oui, ça c'est le deuxième qui était adapté. Mais Sina sur son nuage, le premier, vraiment c'est un projet extrêmement incroyable en fait. Donc c'est parti donc de l'envie de raconter des histoires à ma fille, puisque j'ai ma fille Sina, qui a donné son nom à mes livres et qui m'inspire, on va dire. Et puis donc j'ai écrit un premier texte. Après j'ai rencontré Alain Surena, qui est vraiment mon complice dans cette œuvre de création, notamment pour les jeunes, pour les enfants, puisque c'est mon alter ego musique. En fait, c'est lui, donc j'ai écrit les textes, et puis j'ai dit allons faire des chansons, donc j'écrivais les textes des chansons, des fois les mélodies, et puis je dis il faut composer, donc il a mis vraiment en musique sur le premier livre. Et puis après, on s'est dit on va les faire interpréter par des gens. Alors déjà, les histoires, on a demandé à Jean-Michel Martial, paix à son âme, d'interpréter et de dire les textes. Et puis pour les chansons, qui est inspirées des histoires, on a demandé aux divas martiniquaises, guadeloupéennes et guyanaises, il me semble, oui, Fanny J, Lincha, Laura Baudy, NJ, d'interpréter les textes. Il y en a un très beau d'ailleurs sur Noël Selamou. Et puis, donc ça c'était Sina sur son nuage en 2013, donc ça fait déjà 11 ans. Après, Sina et le secret de la Caraïbe en 2017. C'est ça. Et puis, Mabouya et Zandoli, donc c'est dans la collection, on va dire, Sina sur son nuage, les petits toujours, 20-20. Mabouya et Zandoli, donc là, ce sont des histoires extraordinaires et inachevées. Et là, j'ai fait avec
ma sœur, Orane Jean-Élie, qui a fait les aquarelles. Ouais. Et la musique a été aussi, comment dire, Alain m'a aussi accompagnée sur la musique, mais elle est interprétée, cette musique, par Georges Granville. Voilà, donc il y a toujours, dans les ouvrages jeunesse, il y a toujours de la musique, en fait. Très complet. Et ensuite, vous avez fait d'autres ouvrages dont on va parler tout à l'heure. Mais Barbara, comment vous faites pour mener autant d'activités de front entre votre métier de journaliste et tous les autres activités que vous avez en parallèle? Est-ce qu'elles sont complémentaires? Est-ce qu'elles se nourrissent l'une l'autre? Comment vous vivez? Alors, en sachant que vous êtes maman, comme vous l'avez dit, et vous avez une petite fille. Non, j'ai une fille qui est maintenant grande, elle est ado, elle a 17 ans, et puis je suis fille de quelqu'un, voilà, donc je sais pas, pour moi c'est pas... oui, les choses se nourrissent, c'est clairement, les choses se nourrissent. Elles ont été aussi peut-être séquencées. Oui, c'est-à-dire que je fais pas de livres tout chaque année, quoi. Je fais des livres, depuis que j'ai commencé, j'en ai fait quelques-uns, bon, peut-être tous les 2 ans éventuellement. Après, l'écriture, si on veut parler de ça, l'écriture c'est quelque chose de très organique chez moi. C'est-à-dire que je me contrains pas, j'écris, quoi. Par exemple, dernièrement, j'ai fait un voyage, je suis retournée au Brésil. Eh bien, j'ai écrit. Donc, j'écris de la poésie. Donc, j'ai écrit de la poésie et j'ai envie de montrer de la poésie. Mais c'était quelque chose qui s'impose à moi. Les textes en général, voilà. Vous écrivez d'une traite? Oui, il y a toujours un premier jet qui est assez naturel, qui est assez automatique. Et j'interroge pas ça. C'est-à-dire, voilà, je n'interroge pas, j'écris, je vais peut-être rester 2 semaines à écrire un texte, et après je vais revenir, il va rester, il va maturer un peu, je vais revenir, je vais le jeter, je vais l'approfondir, je vais le laisser de côté. Donc j'en ai quelques-uns qui sont laissés de côté depuis des années et des années. Mais et quand j'ai envie de faire, c'est pour ça que je vais au bout de mes projets, parce que je suis auteure et puis je suis aussi éditrice, ce qui peut être plus ou moins bien vu d'ailleurs. On me dit, mais pourquoi tu te fais pas éditer par des maisons d'édition? Mais bon, quand pour moi, j'ai envie de dire quelque chose, je le dis. C'est un intérêt. Je pense que c'est un intérêt. Il y a un moment où, en fait, écrire, on est seul, et puis il y a un moment où on a envie d'être lu, quoi. Oui. Et donc le moment où on a envie d'être lu, c'est vrai que j'ai eu une première expérience avec La Vierge au dictateur que j'avais soumis à une maison d'édition, une grande maison d'édition parisienne, et j'ai été très déçue. Et donc je n'ai pas voulu reproduire cette expérience qui était pour moi, voilà, qui était vraiment, comme j'ai eu l'occasion de le dire, comme une forme de grosse déception amoureuse, quoi, vraiment de trahison ultime. J'ai ressenti ça comme une trahison ultime. Et donc, Caponca vive longtemps, et mon père m'a fait moins honte, donc, on a fait pas moi-même, mais bon. Et donc, voilà. Donc, et la question, c'était comment je fais? Oui, les activités se nourrissent, et nourrissent l'écriture, les expériences aussi, les voyages aussi, beaucoup. Alors, aujourd'hui, vous nous présentez votre dernier ouvrage, L'IA et les rapaces. C'est un genre nouveau? Une sorte entre le roman et la nouvelle, un petit texte. Oui. Mais c'est la première fois que vous écrivez pour cette tranche d'âge, pour les adolescents. Oui. Alors, c'est quand même un texte de 100 pages. Oui. Moi, je dis ça en rigolant, mais je lis quelques gros livres où on écrit encore 14, comme si il fallait de grosses lunettes. Enfin, là, donc, c'est un texte qui est écrit... qui n'est pas écrit très gros, comme on dit, donc 100 pages, en format poche. J'ai voulu que ce soit effectivement un autre type d'objet, d'ailleurs, que tout ce que j'avais fait par ailleurs. Et donc, c'est vraiment le format poche. Et puis, c'est la novella, donc c'est entre une nouvelle. Donc, c'est très dynamique, c'est très cinématographique aussi. Il y a beaucoup de dialogue. Et c'est entre la nouvelle et le roman. Voilà, parce que c'est un peu plus long qu'une nouvelle, mais c'est rapide et ça se lit vite. Et j'ai voulu ça comme ça. J'ai pas voulu... comment dire, je voulais que le thème soit abordé avec les quelques personnages selon ce rythme-là, voilà. Alors pourquoi les ados? Pourquoi s'adresser aux adolescents aujourd'hui? Alors je pense que mon écriture pour la jeunesse est très liée à mon expérience de maman. On ne va pas se cacher les choses. Hein. Et puis j'ai l'impression aussi qu'on n'écrit pas en Martinique beaucoup pour les adolescents. Parce que c'est un texte moderne, c'est un texte qui raconte, c'est une fiction qui est inspirée quand même de la réalité, très inspirée de la réalité, on va le dire, mais comment dire, mais ça parle d'aujourd'hui. Oui. Et je suis pas sûre, il y a de la littérature qui parle de l'adolescence, mais je ne sais pas, j'ai pas fait de benchmark, j'ai pas cherché pour voir qui écrivait spécifiquement en Martinique pour les adolescents. Donc bon. Et je me pose rarement la question, hein. Je dois dire... vous l'écrivez comme... voilà, donc, et j'avais envie d'écrire sur ces thèmes-là, qui sont à la fois... Peut-être qu'on va rentrer dans ce détail, mais
à la fois le voyage, quoi, le déracinement, Oui, voilà. absolument. Et puis ce que vivent les adolescents, la notion de harcèlement qui est vraiment au cœur d'ailleurs des politiques académiques. Hein. Absolument. Et puis, C'est la caractéristique de ce livre qui est très ancré, hein, vous le disiez, dans la vie quotidienne des adolescents, puisqu'en fait vous traitez tous les maux que peuvent rencontrer les jeunes aujourd'hui. Le harcèlement, la drogue, la violence. Oui. Ce sont des mots universels, on dira, mais aussi quand même caractéristiques de notre société martiniquaise, pour vous? Oui, c'est la société dans laquelle on vit. Hein. C'est la société, moi que j'ai connue quand j'étais jeune. Alors la question de la drogue était moins présente ou prégnante. Hein. Aujourd'hui, c'est une question qui est forte. La question du harcèlement, c'est vrai que moi, dans le cours d'école, par exemple, quand j'étais gamine, on se moquait de mon prénom. À tel point que je détestais mon prénom quand j'étais gamine. Hein, dans les cours de maternelle, on m'appelait Barbara, Barbara, ta Barbera, et je disais à ma mère, arrête de m'appeler comme ça. Donc, le harcèlement a toujours existé. Aujourd'hui, c'est quand même, avec les réseaux sociaux, on sait que c'est une réalité beaucoup plus dramatique. Oui. Parce que, comme on dit, enfin, c'est une formule qu'on connaît. Avant, ça s'arrêtait quand on rentrait chez soi. Aujourd'hui, les enfants étant sur les écrans, ça ne s'arrête pas. Donc le harcèlement peut aussi continuer le week-end. Et puis comme les enfants sont aussi peut-être, communiquent peut-être différemment avec leurs parents, quand la porte de la chambre est fermée, effectivement, un enfant est harcelé, on ne sait pas. Donc je pense que c'est vraiment une préoccupation. À la fois des autorités académiques, mais aussi des parents. Et alors, je parle de ça, je parle à plusieurs moments de ce fait-là. Je n'épuise pas le sujet, ça traverse l'adolescence, donc ça traverse le... Absolument, puisqu'en fait, c'est la vie des adolescents. Oui. Donc, effectivement, c'est présent, mais il n'y a pas que ça. On voit l'importance puisque c'est un peu le fil conducteur de l'histoire. Enfin, on ne va pas raconter l'histoire, mais ça arrive à un jeune homme dans le livre, effectivement, qui est confronté au harcèlement, et puis un autre qui est confronté à la drogue, et avec la problématique des réseaux sociaux que vous soulignez tout à l'heure. Mais vous traitez aussi, à travers les adolescents, des mots que peuvent rencontrer les adultes. Oui. Et notamment les violences qui sont faites aux femmes. Bien sûr. La cellule monoparentale, hein, avec la mère de Léa, le retour au pays natal, avec les difficultés d'intégration qu'on peut rencontrer quand on revient. Et quand on est né en France, d'ailleurs. Absolument. Et donc, il y a aussi des messages pour les parents qui peuvent aussi se retrouver dans cet ouvrage. Mais j'ai remarqué que les femmes sont très présentes. En fait. Oui. Et ce sont un peu les piliers de ces jeunes. On a la mère de Léa, la mère de Lia aussi. Oui. Est-ce que pour vous, c'est aussi une de ces caractéristiques de la société martiniquaise que vous avez voulu souligner? Je n'ai pas voulu. Enfin, je pense que quand on écrit, alors c'est vrai que c'est inspiré de la réalité, et puis c'est inspiré, ça rejoint peut-être la question que vous posiez tout à l'heure. Mes différentes activités se rejoignent. Je fais une émission femmes, je reçois beaucoup de femmes. La caractéristique de notre société, c'est qu'elle est pas mal monoparentale. Les familles sont souvent monoparentales et à la tête des familles monoparentales, il y a beaucoup de femmes. Voilà, je n'ai pas de jugement sur ça, c'est une réalité. Il se trouve que Léa, c'est la réalité. Elle est revenue avec sa mère et donc elle est dans ce face-à-face avec sa mère. Et au-delà quand même de la famille monoparentale, je fais pas, c'est pas un texte de sociologie. Vous voyez, j'aurais pu faire un essai sur ça, sur la drogue, sur le harcèlement. C'est vraiment une œuvre de fiction qui s'inspire du réel, comme d'ailleurs toute œuvre, à mon avis, toute œuvre de fiction, même quand on part dans des mondes extraterrestres, s'inspire du réel. C'est peut-être même une projection du réel. Mais donc c'est moins, j'ai l'impression, c'est moins sur ces choses-là spécifiquement que sur la communication. Je pense que s'il y a un mot pour moi, qui est vraiment au fond, mais c'est à la relecture du livre, c'est vraiment le thème de la communication entre les gens. Mais c'est vrai que je parle effectivement de la famille monoparentale et du harcèlement, mais comment communiquer avec les ados? Pas comment communiquer, comment ça se passe en réalité. Il y a une description de comment ça se passe ou comment ça ne se passe pas, et comment, voilà, une description, un point d'interrogation.
Est-ce que c'est ça, communiquer? Est-ce qu'on, vous voyez, parce qu'on parle des femmes, mais il y a aussi David qui est dans un rapport avec son père. David qui est dans un rapport avec son père, et là aussi la question est posée presque de la même façon d'ailleurs que entre Lia et sa mère. Oui, qui se retrouve seule avec son père. Exactement. Alors j'ai aussi une question parce que c'est une histoire d'une jolie amitié entre ces deux jeunes filles, Lia et Léa. Lia et Léa. Oui. Pourquoi avoir choisi des noms si proches? Je sais pas. Vraiment, je sais pas. J'aime beaucoup les prénoms courts. Mais là encore, les titres de mes livres, enfin, à part peut-être, alors au début, La Vierge Dictateur, ça s'appelait Isidore est couché à côté. Et alors, mon éditeur m'a dit, Barbara, tu peux pas appeler ça comme ça va pas se vendre, ça va pas marcher, il faut que tu changes. Donc j'ai trouvé un autre titre. Et finalement, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup les « et », quoi. Il y a beaucoup de liaisons. Sina est sur son nuage, Bamouya et Zandoli, Sina et le secret de la Caraïbe, Martinique libre, donc les titres courts. S'agissant des prénoms, voilà, c'est Lia. C'est comme ça. Lia et Léa. Lia et Léa. Et puis, non, et mais les vraiment. rapaces aussi, ce titre. Ce sont des choses vraiment là, les noms de mes personnages, dans tous les livres, ça tombe du ciel, quoi. Ça tombe, ça me percute, et puis c'est comme ça. Et à aucun moment, je remets très rarement en question le nom des personnages, et je remets très rarement en question les titres aussi. Et comme les rapaces, je sais pas, j'ai dû me réveiller un matin en disant, c'est ça le titre. C'est Lia, alors, parce que c'est Léa la narratrice. Oui. Mais, et vous avez mis en exergue son amant. Mais je pense que Léa va devenir une narratrice. Elle va continuer à raconter des choses. Léa ou Lia? Léa. Léa va Sina. continuer. Exactement. Léa va continuer. Je pense que, voilà, écrire pour les ados, j'ai vraiment envie de continuer à faire ça, pour continuer à explorer les questions qui traversent un petit peu ce moment-là. Très bien. En tout cas, un livre à découvrir et à lire. Merci. Barbara, je vous propose de continuer à vous découvrir à travers notre rubrique La face cachée. Ok. Barbara, vous avez été aussi conseil politique. Conseillère technique au cabinet de Georges Paul-Angevin, de mars 2015 à fin août 2016. Et puis aussi, vous avez été chargée de mission auprès du directeur général de l'Outre-mer. Absolument, de l'Outre-mer. En 2022, vous publiez un ouvrage sur votre vision de la Martinique, La Martinique libre. Un livre quand même qui est assez d'actualité. Oui. C'est une étude très poussée que vous avez faite sur la Martinique, avec beaucoup de données, beaucoup de recherches, beaucoup de chiffres. C'est quasiment un programme politique. Est-ce que ce goût de la politique vous vient de votre père? Non, j'ai fait des études de sciences politiques, j'ai fait du droit, sciences politiques après mon bac. Je suis passionnée par la politique, je m'intéresse beaucoup à la politique nationale, internationale. J'aime bien la politique internationale aussi. Et puis quand on vit dans une société, c'est normal qu'on s'intéresse à la politique. Puis c'est la vie de la société, donc ça me vient de mon père, peut-être un petit peu, parce que je l'ai vu, effectivement, il était maire, conseiller général. Et puis, je me suis engagée, puisque je me suis présentée à une élection législative. Et donc, j'ai posé ce livre-là un peu avant la déclaration de candidature. Parce que je me suis dit, voilà, je vais me présenter à une élection législative. Les gens ne me connaissent pas, ils ne connaissent pas mon programme. Ça me paraissait tellement important, tellement, fondamental de dire un petit peu ma vision du territoire pour lequel que je prétendais représenter à l'Assemblée nationale. Que voilà, je suis allée au bout de l'écriture de ce texte qui m'a pris quand même 2 ans, parce que comme vous le disiez, c'est un essai de société et puis politique qui propose quand même une vision avec des priorités. Par exemple, je parle beaucoup d'éducation, je parle beaucoup de la vie chère, je parle du chlordécone, je parle du sucre, de la formation. De la formation, de l'insécurité, je parle de l'entreprise, de la création de valeur. Vous abordez tous les thèmes importants. Selon moi. Oui. La question de la démocratie aussi. Il y a un chapitre qui s'appelle la démocratie. Absolument. Voilà, qui me paraît une question fondamentale d'ailleurs. Alors vous avez dit tout à l'heure que vous aimez beaucoup lire. Je vous propose maintenant de découvrir votre coup de cœur. Alors Barbara, vous avez choisi de nous présenter votre coup de cœur, un ouvrage de Maryse Condé. Tout à fait. Alors, le fabuleux et triste destin d'Ivan et d'Ivana. Alors, c'est vrai que j'ai découvert Maryse Condé tard. Maryse Condé nous a quittés cette année.
Mais quand j'ai découvert Maryse Condé, j'ai vraiment lu comme dans une forme de boulimie Maryse Condé. Alors j'aurais pu parler de Moi Tituba sorcière, j'aurais pu parler de La vie sans phare aussi, de Victoire, Les saveurs et les mots. Alors pourquoi Le fabuleux et triste destin d'Ivan et d'Ivana? Parce que c'est peut-être le livre le plus actuel, en fait. Je ne suis pas sûre que ce ne soit pas le dernier, d'ailleurs, de Maryse Condé. Et je trouve que la langue de Maryse Condé est d'une telle modernité, d'une telle liberté, d'une telle... Enfin, vraiment, cette liberté d'écriture pour une femme dans une société... Alors, bon, Maryse Condé a eu plusieurs vies, n'est-ce pas? Mais, et ça m'a... Quand j'ai découvert Maryse Condé, je me suis dit, j'avais jamais lu, je crois, de femmes écrire avec autant de liberté, par exemple sur la sexualité de la femme, par exemple. Et je trouve que ce destin parallèle de ces jumeaux, Ivan et Ivana, qui est ancré dans une modernité, ancré par exemple dans les questions de la radicalisation, du terrorisme, mais aussi de la découverte de l'Afrique, parce qu'ils partent un peu sur les traces de leur père. Voilà, donc c'était aussi un clin d'œil et puis un hommage à Maryse Condé. Que j'invite vraiment à découvrir. Moi, je l'ai découvert tard, parce que j'étais peut-être un peu rebutée par les textes plus classiques, que j'ai commencé, puis j'ai pas trop accroché, on va dire vraiment sincèrement. Et je vais continuer à la découvrir, parce que c'est une grande auteure. Et je trouve que j'ai rarement lu d'auteurs antillais, parce qu'elle est guadeloupéenne, aussi enracinés dans aujourd'hui. Dans l'actualité. Dans notre réalité. Oui, c'est ça. Voilà, du monde aussi, la réalité du monde. Alors, je sais que vous êtes très attaché aux jeunes, que vous suivez, que vous aidez. Je vous propose d'écouter le coup de cœur de la jeune Ambre, qui va nous parler aussi de son livre. Bonjour à tous, je m'appelle Ambre Tesmar, j'ai 15 ans et je suis scolarisée au lycée Paulette Narval. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter mon livre qui s'intitule La Tresse de Laetitia Colombani. Donc au fil de l'histoire, nous suivrons le récit de vie de 3 femmes qui vivent aux 3 coins du monde et qui ont 3 situations de vie différentes avec des conditions sociales également différentes. Et on verra qu'au fil de la lecture, leurs destins vont s'entremêler parce qu'elles ont un point commun. Elles luttent toutes les 3 pour l'émancipation de leur droit au cœur d'une société patriarcale. Et donc ce livre m'a beaucoup émue. Je l'ai trouvé très intéressant parce qu'il traduit parfaitement les conditions de vie des femmes au quotidien. Et puis il est au niveau de la culture aussi. Il est très intéressant puisque j'ai appris beaucoup, notamment sur l'Inde que je ne connaissais pas bien. Et si vous n'êtes pas lecteur, je vous conseille notamment aussi l'adaptation cinématographique qui peut être vraiment pas mal par rapport au décor, au paysage. Voilà, donc je vous invite à vous laisser porter par le destin de 3 femmes aux 3 coins du monde et puis qui ont la même soif de liberté. Merci beaucoup de m'avoir écoutée. Barbara, que vous inspire Ambre et La Tresse? Eh bien, je trouve que... Alors, j'ai pas lu La Tresse, j'ai pas vu non plus le film. Au moment où j'aurais pu aller le voir, mais je l'ai pas vu. Mais non, mais je trouve ça génial que Ambre lise et puis qu'elle nous parle de ses livres. Et j'encourage les jeunes à lire. Et comme je dis, lire les livres sont des espaces de liberté absolue, quoi. Il y en a pas d'autres. L'écran n'apporte pas ça, la télé n'apporte pas ça, même le cinéma n'apporte pas ça. En revanche, un livre, on fait ce qu'on veut de l'histoire qu'on rencontre quand on lit. Ça nourrit l'imaginaire, on est complètement en symbiose avec l'auteur. Tout à fait, tout à fait. Et puis on peut créer à partir de l'histoire qu'on lit, on se fait sa propre idée, effectivement. Et puis au-delà de la rencontre, mais je trouve que c'est un espace vraiment personnel et on n'en a plus trop, quoi. Donc il faut vraiment encourager la lecture des plus jeunes, oui, tout à fait. Très bien. Merci Barbara, cette émission s'achève. Merci pour ce moment de partage. Merci à Zitata et merci à vous Claire, merci. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Je vous propose de nous retrouver sur les réseaux sociaux et je vous dis à bientôt dans une nouvelle émission pour découvrir un nouvel auteur et un nouvel ouvrage. À bientôt.